Au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Un été 44, c'est le titre du spectacle musical proposé depuis un mois et jusqu'à la fin du mois de février au Théâtre Commedia à Paris. Franck Ferrand y est allé en voisin depuis le Théâtre Antoine et j'ai cru comprendre que Franck avait passé une plutôt bonne soirée. Oui, bonjour Franck. Très bonne soirée. Bonjour Anissa, bonjour à tous. Tout à l'heure, à la fin de l'émission, nous recevrons Valérie Zeytoun, le producteur d'un été 44, qui est en effet une réussite. C'est un beau spectacle, musicalement et historiquement notamment. J'ai appris l'existence au moment du débarquement des Victory Pianos, ces pianos de la Libération apportés par centaines dans leur bagage par les Américains. Et pour évoquer cette période de la fin de la guerre en général et les pianos américains en particulier, vous avez convié l'historien Claude Quetel. Et oui, Claude Quetel qui est un habitué de cette émission. Il y a 2 ans, nous avions même présenté ensemble une émission depuis une authentique barge du débarquement. Ça m'avait permis de constater qu'il a le pied marin, Claude Quetel. Son dernier ouvrage en date, Le chien des Boches, évoque ses souvenirs de petits garçons normands, précisément dans le tourbillon de cet été 44 et des années qui ont suivi. Il va nous en parler dans un instant. On va essayer de se replonger dans cette atmosphère de la Libération. Europe 1. 14h, 15h. Au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Dans la nuit du 6 au 7 juin 1944, voilà une date importante évidemment. Dans cette nuit du 6 au 7 juin, à l'hôtel Astor de New York, dans une grande salle de bal, on est en train de danser au son des airs de jazz diffusés par la station de radio WOR. Les haut-parleurs retransmettent des morceaux de Harry James et de son orchestre en public. Le public qui est composé en grande partie de militaires est en train de se déhancher au son de la trompette du jazzman virtuose. Et puis, soudain, un petit peu avant 1h du matin, alors que pendant ce temps l'aube est en train de se lever sur le littoral normand où a commencé le grand débarquement de Normandie, vers 1h du matin, le programme musical est brutalement interrompu et le speaker prend la parole. L'agence allemande d'information transatlantique annonce dans un communiqué radiophonique que l'invasion alliée a commencé. Et le speaker précise, ceci est une information de l'ennemi non confirmée. Je répète, ceci est une information de l'ennemi non confirmée. Puis, la musique d'Harry James et de son orchestre reprend et le public se remet à danser. Vous avez bien compris, c'est par la radio allemande que les Américains viennent d'apprendre que 24 heures auparavant, le débarquement préparé dans la plus grande discrétion a commencé sur les plages françaises, sur les plages de Normandie. L'épisode de ce débarquement est bien connu. Ce qui est moins connu, c'est que lorsque les milliers de soldats alliés débarquent sur les plages normandes, ils n'apportent pas avec eux seulement des armes et des munitions, ils apportent aussi dans leur bagage le jazz. Les avions qui survolent le littoral normand parachutent des tonnes d'armements, de munitions, des jerrycans d'essence bien entendu, mais il y a aussi le largage étrange et massif d'objets qui échouent sur le sable rougi au milieu des coups de feu. Lorsqu'on s'en approche, on distingue mieux l'objet épais d'une couleur kaki. Il s'agit non pas d'une batterie d'artillerie, il s'agit d'un piano. Un piano, oui, un piano de la marque Steinway, des pianos droits, évidemment on ne va pas jusqu'à balancer des grands pianos à queue, un piano de couleur vert armé qui vient d'être parachuté et qui trône désormais au bord de l'eau. Ce qu'il faut savoir, c'est que les pianos Steinway ont donc participé à l'effort de guerre et à la libération de la France à leur manière, si je puis dire. Près d'1 an et demi avant le débarquement, l'armée américaine avait commandé à la firme Steinway & Sons des pianos droits qui devaient être envoyés en Europe avec les soldats américains afin d'assurer le moral des troupes, bien entendu, de les distraire pendant leur période de repos, mais aussi peut-être de leur permettre de jouer du jazz, non seulement pour se détendre, mais aussi peut-être pour donner envie aux populations libérées de se convertir à ce que la culture américaine peut avoir de plus fort à l'époque et de plus conquérant. Steinway & Sons invente les Victory Pianos, les pianos de la victoire,
donc ces pianos droits transportables qu'on appelle aussi les GI's pianos. Dans son usine de New York, la firme en fabrique un peu moins de 3000. Ils sont spécialement conçus pour résister à toutes sortes de chocs, aux variations climatiques. Ils ont été fabriqués dans un bois très épais. Ils pèsent 250 kilos chacun et les cordes sont faites d'acier enveloppé dans du fer, ce qui fait qu'elles sont incassables et que les pianos en question peuvent résister à peu près tout ce qu'on peut imaginer. Ils portent des couleurs différentes selon les services dans lesquels ils sont expédiés et disséminés. Vert olive pour l'armée, gris pour la marine, bleu pour le corps aérien d'armée, ébène pour les officiels personnels et bleu azur pour les gardes-côtes. Comme ça, chacun a son, j'ai envie de dire, chacun a sa livrée. En 1944, ce sont donc 2346 pianos qui sont parachutés en France. On trouve avec eux un pack de partitions et un kit d'outils pour les accorder. Et vous imaginez donc que ce 6 juin 1944, ce qui débarque aussi sur les côtes normandes, c'est le jazz. Au lendemain du débarquement, l'Américain Sim Coppens va sillonner la Normandie dans un camion équipé de haut-parleurs. Il diffuse du jazz dans les rues, on diffuse du Gershwin, du Django Reinhardt, du Glenn Miller. Les Américains ont créé un service d'information en France, dont fait partie Sim Coppens, et l'animateur radio, qui maîtrise assez bien le français, rejoint le premier noyau de l'US Intelligence Army. Il est chargé, dès que les Allemands auront quitté une ville, de pénétrer dans la ville en question, de rassurer le plus possible la population, et pour annoncer son arrivée dans les villages normands, il diffuse donc du jazz dans les haut-parleurs de son camion. Il est accueilli avec enthousiasme dans les villages qui vibrent au son des rythmes d'outre-Atlantique, des rythmes afro-américains. On l'interpelle, on lui pose des questions auxquelles il répond en français avec son drôle d'accent. Bref, il est là pour rassurer les populations. Plus tard, Sim Coppens deviendra le délégué de la radio américaine Voice of America, vous savez, la voix de l'Amérique. Il diffusera plus de 4000 programmes consacrés au jazz sur les antennes françaises. On peut dire que c'est une véritable révolution culturelle qui est en train de se répandre dans la France qui sort de ces années d'occupation. Il y a une forme d'engouement pour cette musique américaine qui est devenue symbole de liberté, bien entendu. Et il faut vous dire que pendant 4 ans, les nazis considérant tout ce qui est jazz, etc., comme de la musique dégénérée, tout ça était interdit, bien entendu, de même que la danse d'ailleurs. Le swing et la liberté reviennent en même temps en France. Le jazz, qui domine alors les bals improvisés liés à l'avancée des troupes américaines, ce jazz a surtout le son du grand compositeur et tromboniste Glenn Miller et de son orchestre. Le In the Mood de Glenn Miller devient en quelque sorte l'hymne de la libération. In the Mood, Glenn Miller sur Europe 1, devenu l'hymne de cet été 44 pendant la libération. Franck Ferrand vous emmène au cœur de cette histoire cet après-midi avec en 1944 plus de 2000 pianos parachutés sur les plages normandes. Et la suite, c'est dans un instant sur Europe 1. Europe 1, au cœur de l'histoire. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand.
cet après-midi, Franck, vous nous racontez le débarquement des Alliés en juin 44 qui apportent avec eux dans leur bagage le jazz, on vient de l'entendre avec In the Mood de Glenn Miller. Alors ils viennent avec les fameux pianos Victory qui sont parachutés sur les plages normandes. Certains sont parachutés, on verra ça tout à l'heure dans le détail, d'autres sont débarqués simplement. D'autres sont débarqués, il y en a plus de 2000 qui arrivent en Normandie. Le but des Américains, c'est quoi? C'est de faire découvrir le jazz ou simplement d'apporter de la musique pour remonter le moral des troupes? Officiellement et d'un point de vue pratique, il s'agit d'entretenir le moral des troupes. Vous savez, la musique joue dans l'armée américaine un rôle absolument essentiel. On y viendra dans un instant avec Claude Quetel. Mais il est certain qu'il y a aussi forcément il y va d'une espèce de combat culturel. Oui, on exporte de la culture américaine, ça c'est aussi incontestable. Alors, vous savez, le jazz n'a pas été inventé à la Libération, on le connaissait bien en France avant la guerre. Pensez au collage de Matisse, jazz. Pensez aussi au quintet du Hot Club de France, qui a été fondé au début des années 30. Et puis, il y a à Paris, pendant l'occupation même, tous ceux qu'on appelle les azous, vous savez, qui entretiennent un peu cette culture totalement mal vue par les Allemands. On raconte qu'un chef de la Gestapo qui était chargé de la répression aurait eu cette phrase: on commence par écouter Duke Ellington et on finit par fomenter un attentat contre le Führer. Les musiciens ont donc été obligés de de contourner les interdits, notamment en donnant des titres français à certaines musiques américaines. Sweet Georgia devient Douce Georgette, si vous voulez. Chez les Américains, le jazz joue un rôle majeur dans l'effort de guerre, notamment avant le débarquement, pour convaincre les Américains de s'engager dans la guerre. Et les chansons de ces jazzmen entre 41 et 43 vont évoquer la conscription, la rupture du pacte germano-soviétique et puis plus tard le drame de Pearl Harbor, etc. Dans ces blues, Dr. Clayton, par exemple, souhaite la tuberculose à Staline. Il souhaite la lèpre à Hitler. Ah oui, il y a des messages quand même. Mais c'est plus que des messages, évidemment. Il propose à Uncle Sam de se glisser dans la chambre à coucher d'Hitler un rasoir à la main. Voilà le genre de paroles qu'on a à l'époque. Ça, c'est chez Dr. Clayton. Alors, parmi les Américains qui débarquent sur les côtes normandes en 44, figurent un certain nombre de grandes figures. On a dit un mot de Glenn Miller avec son orchestre de la Force armée expéditionnaire, orchestre qui intègre beaucoup de rythmes de jazz. Cet orchestre de Glenn Miller a traversé l'Atlantique justement en juin 44. Il débarque en Écosse avec une 50aine de musiciens et il va faire la tournée de toutes les bases arrières pour donner plus de 800 concerts qui sont là pour soutenir le moral des troupes. À l'époque, il faut vous dire que l'armée américaine, on est quand même encore dans une époque ségrégationniste, bien sûr. Sur les 29 000 soldats américains qui vont débarquer à Omaha Beach, il y en a 1770 seulement qui sont des Afro-Américains. On explique cela souvent par le fait que la hiérarchie a peur de mettre en première ligne des soldats Afro-Américains armés qui pourraient prendre conscience de la possibilité de tuer des officiers blancs, tout simplement. Bon. Parmi les jazzmen qui débarquent en Normandie en 44, il y a notamment le pianiste et compositeur Dave Brubeck avec ses lunettes rondes. Dave Brubeck qui deviendra plus tard très connu en composant le célèbre Take Five, vous savez. En 44, il a 24 ans seulement. Il débarque à Omaha Beach, non pas le 6 juin évidemment, mais 90 jours après le D-Day, en septembre 44. Il appartient à la 3e division du général Patton et un train le conduit avec les autres soldats. On traverse la France, bien sûr, jusqu'à Verdun. Les Américains ont renommé l'endroit The Mood Hall, tant il y a de la boue partout, de la boue à perte de vue. Les soldats attendent les instructions. Un camion de la Croix-Rouge se gare devant eux et sort de son coffre un piano ainsi qu'une petite scène portative. 3 choristes de la Croix-Rouge s'apprêtent à chanter pour les soldats. Ils n'ont pas de pianiste. Ils demandent s'il y en a un parmi les soldats. Personne ne répond. Et finalement, c'est Dave Brubeck qui finit par lever la main un peu hésitant. Il se met au piano, ses mains courent, bondissent sur les touches d'ivoire, noires et blanches, avec une virtuosité, une légèreté incroyable. Brubeck ne fait plus qu'un avec le piano. Et le lendemain, on prépare les troupes qui vont être envoyées sur le champ de bataille des Ardennes, alors que Dave Brubeck s'apprête à partir pour cette bataille, qui va se révéler particulièrement sanglante. Son supérieur, qui est un fin mélomane, qui a entendu le jeune homme jouer la veille, va le chercher pour lui dire qu'il ne combattra pas sur le front des Ardennes, mais qu'il est chargé de créer un groupe de musique, toujours dans la même idée, remonter le moral des troupes. Le groupe en question, ce sera le
Wolfpack Band, qui sera un des premiers groupes à compter des musiciens blancs et noirs dans cette armée américaine, donc très marquée encore par la ségrégation. Le Wolfpack Band joue derrière les lignes de front. On peut dire que c'est la musique qui a donc sauvé Brubeck pendant la Seconde Guerre mondiale. Cependant, la situation des musiciens, il ne faudrait pas s'y tromper, la situation des musiciens est très compliquée. Lorsqu'ils jouent, ils sont parfois confrontés à tous les périls. Pendant la bataille des Ardennes, Dave Brubeck va sillonner la région avec son groupe dans une camionnette à l'arrière de laquelle il y a un piano évidemment et une petite scène portative. On leur a donné l'ordre de trouver n'importe quel groupe de soldats et dès qu'ils trouvent des soldats, eh bien ils jouent. La camionnette va se perdre, se retrouver au beau milieu du conflit et là, les balles se mettent à siffler autour de Brubeck et de ses musiciens. Cet après-midi, Franck Ferrand vous raconte la passionnante histoire des pianos de la Libération. Vous pouvez bien sûr venir poser vos questions à Franck Ferrand et ses invités jusqu'à 15h sur les réseaux sociaux. Rendez-vous sur Twitter avec le hashtag ACDH ou sur la page Facebook Au cœur de l'histoire. Sur la page Facebook d'ailleurs où vous pouvez voir des photos de Dave Brubeck et sa bande autour du piano. Et la suite, c'est dans un instant sur Europe 1. Au cœur de l'histoire. Sur Europe 1. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Et Franck, vous nous faites vivre la Libération en musique cet après-midi avec ces pianos venus des États-Unis et ce pianiste Dave Brubeck qui se retrouve avec ses musiciens au cœur du conflit. Vous avez peut-être vu ce feuilleton Band of Brothers, vous voyez la violence des combats dans les Ardennes, eh bien c'est au milieu de tout ça que se retrouve Dave Brubeck et sa petite bande. Et aux États-Unis, sa femme, qui est restée là-bas bien sûr, Lola, reçoit un télégramme qui lui annonce la disparition de son époux. En réalité, Dave Brubeck n'est pas mort, il a réussi à s'en sortir de justesse. Et plus tard, il dira « Cet épisode m'a changé à jamais. Je savais que si je survivais à la guerre, j'écrirais de la musique qui parlerait de paix et de fraternité. » Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il a tenu parole. Le 25 août 1944, Paris est libéré, je ne vous apprends rien. Les Américains donc arrivent à Paris, c'était pas prévu au programme. Enfin bon, on a déjà eu l'occasion de parler de ça assez souvent. Et avec eux, bien sûr, toujours les fameux musiciens. La capitale va fêter sa liberté retrouvée et c'est immédiatement le jazz qui envahit les guinguettes et qui va notamment envahir les caves de Saint-Germain-des-Prés. On swing au son de Minor Swing de Django Reinhardt, de Chattanooga Choo Choo de Glenn Miller, du Boogie Woogie des Andrews Sisters. Vous savez, on les voit bien les Andrews Sisters avec leurs gros micros et leurs courtes jupes. Les Américains apportent avec eux à Paris les fameux V-discs, c'est-à-dire les disques de la victoire qui ont été enregistrés pour les forces armées. Toujours, il y a une sorte de détournement par la population de ce qui au départ s'adressait d'abord aux forces de libération. Beaucoup de Français amateurs de jazz vont écouter la station de radio des forces armées américaines, l'AFN, destinée toujours aux soldats américains. Sur cette station, on diffuse des morceaux de jazz, on découvre Nat King Cole, Errol Garner, Charlie Barnett, Benny Goodman, etc. La radio des forces armées américaines est principalement destinée aux soldats, vous l'aurez compris, mais évidemment elle est écoutée par tout le monde. Alors les soldats, ce qu'ils attendent, c'est la voix sensuelle des speakerines, notamment de Martha Wilkerson, qu'on appelle G.I. Jill, cette voix pulpeuse qui fait des ravages dans les troupes et qui réchauffe le cœur des soldats trop atteints par le mal du pays. Le service radio des forces armées, qui s'est heurté à la grève des enregistrements du syndicat des musiciens, figurez-vous, a dû convaincre un grand nombre d'artistes de se produire directement dans les émissions qui sont ensuite gravées sur des disques vinyles, les fameux V-discs, que collectionnent certains et qui sont donc distribués sur les différents fronts par milliers. Dans l'introduction de l'un de ces premiers V-discs, on peut entendre la voix de Glenn Miller, le grand compositeur et tromboniste qui s'est imposé comme une figure majeure du jazz blanc en Amérique. Ici, le capitaine Glenn Miller de l'orchestre de la force armée expéditionnaire, dit-il, « Nous espérons que vous, soldats des forces alliées, allez aimer ces disques de la victoire que nous avons conçus spécialement pour vous. » À ce moment-là, Glenn Miller est à Londres avec son orchestre. Il participe à un grand nombre d'émissions radiophoniques. Et le 15 décembre 1944, son orchestre arrive à Paris pour jouer
dans la grande salle de l'Olympia. Les musiciens sont arrivés par bateau, bien entendu. Glenn Miller décide de son côté de partir en avion un petit peu avant pour participer à la liesse populaire. À 2h de l'après-midi, il embarque dans un petit avion, le Northman, direction Villacoublay. La météo est épouvantable et alors que l'avion est en train de survoler la Manche, le brouillard est tellement épais qu'on se demande si on va pouvoir arriver. Le soir du concert, tout l'orchestre est en place dans la salle de l'Olympia, prêt à jouer. Il y a les meilleurs musiciens du Big Bang, dont le pianiste Mel Powell. Mais tandis que le public est en train de s'installer, le chef d'orchestre, lui, n'est toujours pas là. Et on s'inquiète, on se dit, mais que fait Glenn Miller? Où est-il, Glenn Miller? Son avion n'arrive pas. Est-ce qu'il a traversé une zone réservée au bombardement allié? Est-ce qu'il a été touché ou frôlé par une bombe, abattu par la DCA anglaise en l'occurrence, qui ne faisait pas tellement de la différence entre les différents types d'avions? Toujours est-il que ce soir-là, l'orchestre de Glenn Miller va jouer seul, sans son chef et pour cause. Ce soir-là, dans l'orchestre, il y a les meilleurs musiciens, dont le grand pianiste Mel Powell, je vous l'ai dit, qui fait résonner un océan de notes dans cette salle de l'Olympia en caressant de ses doigts les touches de son piano. Un piano qui, celui-ci, je vous le précise, ne porte pas du tout son uniforme kaki. C'est un piano de concert tout à fait classique, un grand piano à queue noir, luisant et verni. Bonjour Claude Quetel, merci beaucoup d'être avec nous pour évoquer cette histoire totalement méconnue. En tout cas, moi, je reconnais que je ne la connaissais pas, des pianos de la Libération. Puis on va en profiter pour parler un peu de toute cette époque et de l'atmosphère générale. Au cœur de l'histoire. Sur Europe 1. Sucré. Europe Au cœur de l'histoire. 1. Franck Ferrand. Et nous sommes au cœur de l'histoire de la Libération. En juin 44, les Alliés débarquent, mais pas seuls, avec des pianos. Les pianos de la Libération, ça pourrait être le nom de cette émission. Et pour en parler, vous recevez l'historien Claude Quetel. Ça pourrait d'autant plus l'être que je crois que c'est le titre que nous avons donné. Voilà, il me semble. Ça tombe bien. Claude Quetel, c'est une histoire inouïe. Il pleut des pianos sur les plages du débarquement en 1944. C'est quand même étonnant, cette affaire. Oui, les Américains font une guerre de riches. Et ils sont riches dans tous les compartiments. Donc ils ont les moyens. Ils ont les moyens. Moi, j'avais monté une exposition à la Maison Blanche de Moscou où on avait fait une immense vitrine avec l'équipement de l'Américain et une immense vitrine avec l'équipement des soldats de l'Armée Rouge pour le 44, le 6 juin 42. Et les anciens combattants russes, bardés de médailles, tout vieux et tout ridés, disaient « Oh ben nous, la guerre comme ça, on veut bien la faire hein. » Alors donc c'était la morphine. Par exemple, eux, ils ne connaissaient pas la morphine dans la trousse de médicaments. Donc la musique dont les soldats américains sont nourris depuis toujours est très présente. En fait, vous dites depuis toujours, depuis le XVIIIe siècle, on peut dire que la musique accompagne en quelque sorte la guerre en Amérique. Hein. C'est assez étonnant. Depuis le XVIIIe siècle peut-être, mais en tous les cas à coup sûr depuis le XXe siècle, puisque c'est avec déjà la Première Guerre mondiale. Guerre mondiale. Le jazz arrive en France déjà avec les soldats de la Première Guerre mondiale. Et vous évoquiez tout à l'heure le V-disque, qui est les disques de la victoire, le disque de la victoire, qui est encore plus présent que le piano. Il faut savoir quand même qu'il y a eu 4 millions de disques d'édités. Incroyable. Il y a eu presque 900 titres différents. C'est l'ancêtre de notre 78 tours. Alors, j'espère que ça rappelle encore quelque chose à certains, que le 78 tours en vinyle, incassable, c'est l'ancêtre. Et avec un deal extraordinaire, c'est que les maisons de disques avaient dit ce sera gratuit. Les artistes disaient même un petit mot gentil. Alors vous imaginez un petit mot gentil de Glenn Miller ou un petit mot gentil de Billie Holiday, salut nos soldats, c'était formidable. Mais avec promesse de tout détruire en 45. Et donc tout a été détruit en 45 pour que la gratuité cesse et que le business reprenne. Et il y a eu même des saisies du FBI. C'est quand même, là on voit bien qu'il y a une volonté, qu'on le veuille ou non, d'impérialisme culturel, puisque le but c'est de développer une musique et à partir du moment où elle est entrée dans les mœurs, eh bien on la rend payante d'une certaine façon. Hein, bien sûr, business is business. Alors, les pianos, revenons à nos fameux pianos là. Certains ont été parachutés, beaucoup ont été débarqués, mais ça paraît fou de voir des pianos qui descendent du ciel. Alors, effectivement,
effectivement, le piano qui descend du ciel, c'est quand même assez rare. Oui. Mais quand même, ça arrive. Si on l'a fait si costaud, c'est justement C'est pour ça. si on le parachute, parce que il faut quand même. Je ne vais pas bouder la Normandie et le 6 juin 44, mais il faut quand même savoir que ces pianos ont été balancés partout, sur tous les fronts et Bien notamment sûr. dans le Pacifique. Alors, quand vous êtes au-dessus de la jungle, effectivement, on le balançait par parachute dans une caisse c'était spéciale. Évidemment un piano droit qui est beaucoup moins encombrant qu'un piano de concert. Oui, qui était très lourd, plus lourd que le piano 250 normal. Oui, kilos. vous avez dit 250 Ouais, c'est kilos. ça. Alors toujours cette logistique américaine prévue pour être portée par 4 hommes. Alors moi, j'ai demandé à des amis s'ils arrivaient à porter chacun 60 kilos. Moi, j'y arrive pas. Hein. Non, mais c'était 4 GI costauds, forcément. 4 balaises. Ouais. Hein. Donc il y avait 4 poignées. Il y avait un pack avec toutes sortes de partitions, etc. Parce qu'il suffisait pas d'avoir l'instrument, il fallait avoir la musique avec. Et puis un kit d'accordement. Oui, en fait, hein. ça c'est toujours la logistique américaine. Il manque pas une petite vis ni un petit boulon. D'ailleurs, on parlait de partitions. Alors même les partitions, c'est très malin. Il y a les partitions de jazz, bien sûr, mais il y a aussi des partitions religieuses, de musique religieuse, parce qu'il faut aussi penser à ça. Mais oui. Il faut quand même savoir que le matin du 6 juin 44 à Omaha Beach, il y a quand même autre chose à faire. L'aumônier de la Big Red One, de la première division d'infanterie, débarque avec son harmonium portatif, qui est aujourd'hui exposé dans le petit musée de Colville-sur-Mer. La musique, toujours la musique. Alors c'est la firme Steinway qui fabrique ces pianos, une des plus grandes firmes de pianos du monde. On imagine que ça allait pas être des pianos Bösendorfer, évidemment. Non. Steinway participait à l'effort de guerre américain. Oui. Steinway avait, d'ailleurs, Steinway qui avait quasiment sa maison mère à Hambourg, qui a été confisquée par les nazis, ça va sans dire, au bout d'un certain temps. Mais ils ont commencé par fabriquer des planeurs, des Waco. Donc tous les éléments bois des planeurs, l'espèce de cercueil volant qui atterrissait là sur les champs de bataille. Et ils ont réussi à avoir le marché, donc un petit marché d'abord de quelques centaines pour arriver au nombre que vous avez évoqué tout à l'heure, qui est quand même assez fabuleux quand on y pense, 2436 pianos, simplement pour quand même, en attendant l'exportation du jazz en France et aussi en Allemagne, ne l'oublions pas, et en Europe, bien sûr. quand même simplement pour distraire les troupes. Donc c'est vraiment une guerre de riches. Avec une musique, nous avons essayé de le faire sentir avec Mathilde Hirsch dans le texte que je vous ai dit tout à l'heure, une musique qui est en quelque sorte symbole de libération. C'est comme ça que les populations vont la vivre. Vous avez raison de souligner que ce sera le cas en Allemagne aussi d'ailleurs. Les populations vivent cette musique afro-américaine qui arrive de l'autre côté de l'Atlantique comme le symbole de leur libération. Oui, j'irais jusqu'à dire même que le jazz... le jazz, nouvelle manière, hein, pas les grands orchestres, des petites formations, le jazz bebop, le jazz swing, a eu peut-être plus de succès même en Allemagne qu'en France. Mais vous l'avez dit vous-même tout à l'heure, les azous qu'on a tellement méprisés, critiqués, ils ont été d'une certaine façon des résistants. Et eux avaient résistants commencé... culturels d'une certaine façon. C'était déjà la liberté, et la liberté difficile de l'occupation. Une fois que les nazis sont battus, c'est plus facile de célébrer la liberté. On va revenir avec vous dans un instant sur tout le reste de ce qui a été parachuté en 1944, bien sûr. Un mot de Glenn Miller, quand même. C'est la tache sombre dans cette affaire. Ah oui, on ne sait pas trop comment il a disparu. Vous avez évoqué tout à l'heure sa disparition. On ne sait pas trop. Enfin, on ne sait pas trop. Vous savez, j'avais l'occasion de faire du petit coucou au-dessus d'une mer démontée. On commence à comprendre comment il est facile de disparaître. Hein. Oui. Donc oui, il a disparu comme ça. Bon, voilà. Oui. C'est pas drôle. Et c'était évidemment le grand nom de cette musique. C'était le grand nom puisque on parlait du V-disque tout à l'heure. Il avait non seulement enregistré son fameux St. Louis Blues, mais il avait même créé pour le V-disque mon accent est épouvantable, je vais dire à la française, un Saint-Louis Blues March, qui était une adaptation militaire du jazz. D'ailleurs, on peut peut-être en entendre quelques accents. Formidable.
Les accents poignants de cette musique de Glenn Miller, de ce Saint-Louis Blues March à 14h38 sur Europe 1. Nous revenons dans un instant avec vous, Claude Quetel, et avec Valérie Zetoun qui nous a rejoint et qui est le producteur du spectacle Un été 44 au Comédia. Au cœur de l'histoire. Sur Europe 1. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Le baptême d'Ictory, pour ce petit matin blême d'idées, on m'a repeint en kaki. Oh, quand je pense que c'est moi, un petit juif de Hambourg, qui doit donner à notre GI un espoir de retour. Il y avait des canons, des tonnes de bombes, des avions, des bateaux. C'est tout. Et 2436 pianos. Il y avait des chars, des jeeps, des hommes, mais aussi les plus beaux. Des jazz, 2436 pianos. 2436 pianos, c'est un des extraits de ce spectacle Un été 44 que vous produisez, Valérie Zetoun. Bonjour, merci de nous avoir rejoints. Merci de m'avoir invité. C'est en assistant à ce spectacle, on est complètement plongé en 44, les décors, les costumes, tout est d'une vérité extraordinaire, que j'ai découvert cette histoire de piano. Vous la connaissiez, vous, visiblement. Quelle émotion pour moi de vous faire découvrir une histoire de Comme quoi piano. tout arrive, oui. Oui, c'est en visitant notre partenaire, le Mémorial de Caen, avec qui nous travaillons sur ce projet depuis le départ, que je suis tombé sur ce piano Steinway droit, comme vous l'avez expliqué si brillamment précédemment. Et j'étais avec Eric Benzi, qui est l'un des deux auteurs-compositeurs avec Sylvain Lebel à l'origine de ce projet. Et je demande à l'historien quel est ce piano, qu'est-ce que ce piano fait là, et il me raconte donc cette histoire. Et ce piano, vous le connaissiez bien, le piano du Mémorial de Caen, On Claude avait fait Quetel, l'acquisition peu de temps avant mon départ. Il venait de la base d'Évreux. Puisque les Américains sont restés en France quand même longtemps après la libération, jusqu'à ce que De Gaulle leur dise au revoir. Et donc, lorsque la base d'Évreux, la base aérienne d'Évreux est partie, elle a laissé son piano, qui a été ensuite restauré. Combien il en reste de ces pianos de la libération? Très peu. Très peu. Pourtant, ils étaient costauds. Oui, et mais les Américains, pas très esthétique peut-être. Oui, mais les Américains, toujours aussi riches, ne sont pas repartis avec. Nous, dans l'armée française, on les aurait rembarqués aussi secs. Mais donc, on dit qu'il y en a qui ont fini dans les cheminées parce qu'il n'y avait pas. Ils sont partis en bois de chauffage, effectivement. Entre autres, j'ai connu le problème du bois de chauffage. Et donc, le système très particulier de ces cordes qui étaient de 2 métals pour essayer d'être le plus résistante possible, est-ce que ça n'était pas un inconvénient du point de vue du son? Ça devait pas être économiser le cuivre déjà. Hein, Oui, non, mais il sonne pas mal. Alors, on balançait énormément de choses, si je puis dire, pendant toute cette période de l'occupation et surtout au moment de la libération. Vous racontez ça, Claude Quetel, dans un ouvrage qui s'appelle Le chien des Boches. Ce sont des souvenirs personnels que vous nous racontez. Oui, j'ai laissé ma casquette d'historien et j'ai essayé de retrouver mes yeux d'enfant. Je ne sais pas si j'ai réussi, mais pour raconter une enfance d'après-guerre et pas n'importe où, puisque c'était à Bernières-sur-Mer, Juno Beach. Et on comprend d'où vient votre vocation. Et oui, je suis tombé dedans quand j'étais petit. C'est ça. Oui. Et donc, effectivement, on parlait de l'impeccable logistique américaine. Elle a connu deux grands échecs, la quasi-panne d'essence en septembre avec Patton qui ne peut plus avancer parce qu'il est allé trop vite, et puis une beaucoup moins connue et à laquelle j'ai participé d'une certaine façon, ce sont les fameux jerrycans de 20 litres qui ont disparu parce que les paysans normands ont commencé à les piquer pour aller nourrir leurs bestiaux, pour abreuver leurs bestiaux, et on était, nous les enfants des écoles, commis pour aller les récupérer et les rapporter à la mairie. Alors, on avait un certificat signé Eisenhower pour nous dire merci. Comment saviez-vous qu'ils existaient, ces jerrycans? Vous savez, on vadrouillait beaucoup. Je crois que c'est tout le sujet du livre, c'est qu'on bénéficiait d'une certaine liberté, et même d'une liberté certaine, et on passait... Partiez des journées entières. Des journées entières, ne serait-ce que pour glaner les pommes de terre. Vous savez, nous, c'était
plutôt trouver à manger pour le lendemain que d'écouter du jazz. Hein, bien sûr. Mais bon, et donc les jerrycans, ils étaient au bout des champs, et donc on était tout content de les rapporter à la mairie et d'avoir vous aviez votre beau petit certificat signé Eisenhower. Un certificat qui nous remerciait, signé Eisenhower. Donc les Américains avaient prévu tout, sauf qu'on allait leur voler leur jerrycan. Alors on raconte souvent, bien sûr, que les troupes américaines, à mesure qu'elles libéraient le territoire dans toute l'Europe, distribuaient évidemment des tablettes de chocolat, des barres de chewing-gum. On découvrait le chewing-gum. Hein. Les enfants de l'époque étaient très friands de ça, bien sûr. Tout. Bah oui. Le pain blanc d'abord. Ah oui, voilà. Le chocolat, le Nescafé, les cigarettes pour papa, du savon qui avait une espèce d'odeur de citron pour maman. Et puis aussi ce qui était peut-être le plus difficile à trouver, c'était effectivement cette abominable confiture d'orange que moi je n'ai jamais pu manger, mais la fameuse marmelade. Donc c'est vrai que les Américains ont fait les rations K, on ne parle pas assez des rations K. Il faut comprendre que les Américains ont fabriqué 60 millions de rations. Les Américains, les soldats n'avaient pas besoin de 60 millions de rations. Pourquoi ? Parce que la plupart des populations européennes les ont consommées. Et je raconte. Mais ça, c'était prévu ? Ou est-ce que c'est un détournement ? Non, c'était prévu que les populations allaient être nourries avec les rations. Par contre, alors moi je raconte ça dans Le Chien des Boches, c'est que tout pendant que les Américains ont été là, on a été nourris. Mais quand le front a avancé, eh bien, on a été de nouveau réduit à nos propres moyens qui étaient quasiment nuls. Ouais. C'est quand même une période qui est moins joyeuse que ce qu'on pourrait imaginer. On est assez loin, alors pour le coup, de l'espèce d'enthousiasme qu'on ressent en voyant le spectacle Un été 44. Vous, ce que vous racontez, c'est âpre hein, quand même. C'est dur, c'était très dur, on crevait de faim. Ouais, c'est ça. Oui. On crevait de faim, mais on avait le moral. On était des pauvres catégories joyeuses. Non mais je vous jure, c'est vrai. Je vous jure que c'est vrai. Je pense pas que Le Chien des Boches est un livre triste. Non du tout. C'est sûr. Mais en tout cas, il y a une sorte de dureté de tout ça. Oui, vous savez, quand j'allais glaner des pommes de terre pour mes parents et que je revenais avec 3 ou 4 kilos le soir, j'étais heureux comme un roi. Heureux au sens fort du mot, bien sûr. Oui, les Américains distribuaient donc beaucoup de ravitaillement. Les Anglais aussi. Les Anglais. On a compris qu'ils distribuaient aussi beaucoup de matériel culturel, mais il y avait aussi toute la partie plus logistique, hein, c'est-à-dire que on a distribué beaucoup de matériel, beaucoup de machines de toutes sortes, etc. Alors, effectivement, moi je raconte ça aussi. Moi, d'abord les prisonniers de guerre allemands, et puis on voit arriver qui déminent, et puis on voit arriver les premiers tracteurs. Donc les grandes fermes ont été loties chacune d'un tracteur, et on n'avait jamais vu de tracteur. Donc c'est vrai que en fait l'effort de guerre américain a été prolongé par le plan Marshall. Et voilà, bien sûr. Donc c'était l'amorce du plan Marshall. C'était l'amorce du plan Marshall, même si le plan Marshall n'était peut-être pas médité déjà à ce moment-là. Mais donc la richesse américaine, la puissance américaine et effectivement le symbole de liberté qui l'accompagnait ont été omniprésents. Et vous racontez donc tout cela dans Le Chien des Boches. Ce sont des souvenirs. Il y a quand même la patte de l'historien, vous pouvez pas vous en empêcher, Claude Quettel. Oui, à la marge, les souvenirs que vous publiez aux éditions Albin Michel. C'est une belle façon aussi de se replonger dans cette période de la libération et du débarquement. Alors, nous allons venir dans un instant au spectacle lui-même, Un été 44. C'est sur la scène du théâtre Comédia à Paris, dans le 10e, juste à côté du théâtre Antoine. À mon avis, on doit pouvoir faire les deux spectacles dans la même soirée. Non, c'est une très bonne idée. On va monter un package, je le sens. Au cœur de l'histoire. Sur Europe 1. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Et cet après-midi, juste avant 15h, vous nous emmenez au cœur du spectacle musical Un été 44. Alors je dis comme ça, c'est à voir jusqu'au 26 février à Paris. Les vacances scolaires commencent vendredi, ça pourrait être une bonne idée par exemple. On y suit les aventures de 3 jeunes filles, 3 petites Normandes qui au départ sont coincées dans leur cave alors que la région est bombardée, vous imaginez. Elles s'appellent Yvonne, Solange et Rose-Marie. Et on va suivre leurs aventures dans ce monde en plein bouleversement avec l'arrivée donc de cette culture et de cette musique. C'était idéal pour un spectacle musical, l'idée du jazz américain qui débarque en France dans une période tellement sombre, Valérie Zetoun. Oui, c'était génial. Vous savez, le but de ce spectacle, c'est d'expliquer la vie des civils français. Donc ça a un rapport direct avec le livre de Monsieur Quettel. Oui, c'est
qu'est-ce qui va arriver à ces 3 jeunes femmes qui sont amies d'enfance, qui sont à Caen, qui ont entre 18 et 22 ans. Et bon, évidemment, les garçons ne sont plus là parce qu'ils sont... Il y en a une qui a une liaison avec un soldat allemand. Il y en a une qui a une liaison avec un soldat allemand. Entre parenthèses, on ne parle pas de l'épuration. Vous avez quand même pas voulu aller jusque-là. Non, on a pris le parti de parler d'abord d'un soldat de la Wehrmacht qui était un simple troufion et pas d'un SS ou d'un nazi. Et c'est surtout qu'est-ce qui va arriver à ces civils-là ? Comment ils vont appréhender ce débarquement qui est le personnage auquel on s'attache dans l'histoire, qui est le petit jeune, résistant. Qui a 17 ans, qui va aller dans la résistance. Au début, il n'ose pas y aller. Mais à un moment donné, il rencontre des résistants et puis il part avec eux pour aller participer à l'insurrection de Paris. Bon, mais qu'est-ce qu'il arrive à des civils quand il y a un truc comme ça qui leur fond sur la tête? Parce que ils avaient aussi peur des Allemands que des Américains. Il y avait des bombardements de partout. Il y a des populations entières qui se sont retrouvées sur les routes. C'est pas à vous que je vais apprendre ça. Donc c'est la destinée de ces 4 personnages qui vont rencontrer un GI, un très beau GI qui est interprété par Tomislav Bantossin. Et effectivement, il y a une histoire d'amour avec un Allemand. On ne dira pas la fin, parce que pour savoir la fin, il faut venir voir ça au Comédia. La distribution est très jeune. Ce sont de jeunes chanteurs, de jeunes chanteuses. Les compositeurs, si je puis dire, sont moins jeunes, mais ce sont les stars absolues de la musique française. Il faut le dire, ça aussi. Vous avez carrément Charles Aznavour, Alain Chamfort, Jean-Jacques Goldman. Tous ces gens-là ont Maxime composé. Le Forestier, Sylvain Lebel, Éric Benzi. Oui, c'était un peu comme c'est un projet d'artiste au départ. C'est Sylvain Lebel qui est de Caen et Éric Benzi qui se sont associés pour rendre hommage à cette période. Et ils ont donc appelé leurs copains, et leurs copains sont ceux-là. Donc on a une chance extraordinaire, c'est que les chansons ont été écrites sur mesure. Moi, je fais bien attention à ce que le son de la musique respecte le son des paroles, que tout le monde comprenne bien ce qu'on raconte, parce que c'est important, le sens des chansons. Il y a un côté quasi, d'ailleurs, il faut le dire, il y a un côté quasi récital dans le spectacle, qui est très mis en scène, bien sûr, et on plonge dans toutes sortes d'atmosphères, mais il y a des moments où, où on s'arrête pour chanter vraiment. Ça n'est pas, il y a un mélange. Ça n'est pas une comédie musicale au sens où on l'entend. Non, c'est un spectacle musical, où il y a un mélange de théâtre et de récital, chansons. quasiment. Exactement. Alors, on y découvre pas mal de petits aspects de la vie quotidienne de cette époque, notamment on s'attarde sur le cas des Rochambelles. Ça, c'est quand même oui, les Rochambelles, qui étaient un bataillon d'infirmières créé par Florence Conrad, une New-Yorkaise. Je crois qu'elle a été mariée à un militaire français, et puis lorsque la guerre a éclaté, la Seconde Guerre mondiale, elle a acheté 19 Dodge flambant neuves. C'était très cher à l'époque. Et puis elle a réussi à convaincre 10 de ses amis de devenir infirmière avec elle. Elle a fait livrer les Dodge à Rabat, chez Leclerc, qui était en train de libérer l'Afrique du Nord. Elle est allée voir Leclerc en lui parlant de son projet d'avoir ces ambulances et ces infirmières. Alors la légende dit que Leclerc au départ aurait dit: écoutez, je prends les Dodge mais je ne prends pas les infirmières, et Florence Conrad lui aurait répondu: à ce compte-là, vous n'aurez ni les unes ni les autres. Donc il les a toutes prises. Voilà, donc on a une chanson qui s'appelle Les Rochambelles, en hommage à ce bataillon d'infirmières. Et tout le monde chante dans la salle. Un été 44, c'est donc cette histoire qui vous mène du débarquement de Normandie à la libération de Paris. C'est au Théâtre Comédia, dans le 10e arrondissement de Paris, jusqu'au 26 février prochain. Merci beaucoup Valérie Zetoun. Merci. C'est quand même extraordinaire que cette histoire que vous avez vécue, vous, et dont vous avez ensuite raconté tous les aspects au cours d'une grande carrière d'historien, Claude Quetel, devienne un spectacle au sens du divertissement. C'est assez remarquable, ça. J'en suis ravi. Et à propos des Rochambelles, j'ai bien connu Rosette Péchaud, qui donc était une ambulancière, mais qui continue à conduire vite parce qu'elle a perdu tous ses points. Merci beaucoup Claude Quetel. Merci Valérie Zetoun d'être venue nous parler d'un été 44.